Salut, c'est Romain, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parlons Design. Aujourd'hui c'est la seconde partie de l'interview de Raphaël Yarassari. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite à aller la voir immédiatement, avant de commencer cette deuxième partie, c'est assez logique. Et donc dans cette deuxième partie, Raphaël va nous parler de ses activités associatives où il partage un max de choses autour de l'UX design et en fin de podcast, il vous donnera ses conseils pour vous améliorer en design. Donc je vous souhaite un très bon épisode. Encore une fois, le son n'est pas au top, je m'en excuse. Bonne écoute. Maintenant, on va parler de tes activités non pas sociales, j'ai pas le mot, comment on pourrait appeler ça associative. De tes activités associatives, parce que tu organises donc les meet-up UX Pays Basque depuis quelques temps. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ? Alors, les meet-up UX Pays Basque, c'est tout simplement des moments où on se rencontre entre UX designers ou personnes intéressées par l'UX au sens large. Là, c'est sur le Pays Basque. Donc, bien sûr, l'idée, c'est de faire connaître l'UX au Pays Basque, parce qu'il y a un besoin quand même d'évangéliser les gens sur les différentes méthodologies qu'on utilise, ce que ça peut apporter, quels sont comment on procède, enfin. Et puis ça permet aussi entre professionnels d'échanger sur nos pratiques, sur ce qu'on fait, sur ce qu'on fait pas, sur les difficultés qu'on rencontre. Donc voilà, il y a cette idée de réseautage et puis l'idée de communiquer, d'informer, d'évangéliser les gens aux bonnes pratiques en termes d'UX. Le partage finalement. Ouais, beaucoup de partage, puis des moments de convivialité aussi, tout simplement. Parce que ça se termine toujours par un petit verre, une petite pizza à partager, des choses comme ça, ou un petit gâteau basque. Voilà. Et comment tu t'es lancé dans cette aventure ? Comment t'as décidé de commencer à organiser le premier meet-up ? Alors, ça remonte à... Alors, j'ai pas commencé par des meet-up, j'ai commencé par m'impliquer dans Flupa il y a quelques années, c'était 2013-2014, où on a commencé à faire des choses, voilà, des gros événements avec Flupa, notamment les Days qui ont lieu chaque année au mois de juin. J'ai commencé par ça, et puis en fait quand je suis venu au Pays Basque il y a 4 ans maintenant, j'ai créé une antenne, voilà, Flupa à l'époque. Maintenant je fais plus partie de Flupa pour diverses raisons, et donc j'ai continué avec le Meetup UX Pays Basque. Toujours dans la même logique de partager, d'échanger, de créer du réseau, de former, de gagner aussi, de voir ce que vous avez les autres et tout, voilà, tout simplement. Et est-ce que t'as des objectifs précis pour ces meet-up ou pas spécialement ? À part passer un bon moment et échanger avec d'autres professionnels, non, non, je n'ai pas des objectifs précis. Ok. Et donc si des auditeurs de ce podcast sont dans le coin et aimeraient venir, qu'est-ce qu'il faut qu'ils fassent pour pouvoir rejoindre un des meet-up ? Et il suffit de s'inscrire sur le Meetup, tout simplement, c'est ouvert. Donc il faut chercher UX Pays Basque, tout simplement sur Meetup. Nickel. Donc s'il y a des auditeurs intéressés dans la région, n'hésitez pas, je pense, à aller rejoindre un de ces meet-up. À un niveau plus grand, tu as aussi organisé un UX Camp. Est-ce que tu peux, encore une fois, nous expliquer ce qu'est le principe d'un UX Camp ? Alors, un UX Camp, donc effectivement, l'idée du UX Camp, ça reprend l'idée des barcamps, où en français ça s'appelle des forums ouverts. C'est qu'en fait, c'est un peu comme une journée de conférence ou une journée d'atelier. La grosse différence, c'est qu'en fait, il n'y a aucun sujet prévu à l'avance. Et donc, c'est les personnes qui sont présentes qui vont proposer des sujets le jour même, et qui vont organiser en fait la journée. Voilà, qui vont donner les sujets, qui vont animer les ateliers, qui vont animer les petites conférences s'ils veulent donner des petites conférences.
Voilà, c'est vraiment eux qui posent, qui donnent le contenu, qui apportent le contenu et qui font le contenu. Et donc en fait, le rôle des organisateurs dans ces UX Camps, c'est juste de poser un cadre en disant bah voilà, on commence à telle heure, on finit à telle heure, on vous a prévu à manger à midi ou un petit déj ou un café machin, voilà, on vous pose un cadre et après entre guillemets vous vous débrouillez pour apporter du contenu et faire des choses intéressantes au cours de la journée. Voilà. Donc c'est un peu particulier comme format, ça fait peur à certaines personnes de dire ah, je vais aller à une conférence où en fait je connais pas le sujet à l'avance. Ça peut paraître un peu bizarre. Ouais, c'est vrai que c'est assez étonnant. Voilà, mais ça se passe très bien. On en a fait 2 là. Le deuxième était au mois de novembre et les gens sont très contents à la sortie. Donc franchement, moi j'aime beaucoup ce genre de format où il peut se passer plein de choses différentes, mais plein de bonnes choses à chaque fois. Voilà. Et pour mettre en confiance, peut-être, tu peux nous expliquer quelles activités il y a eu finalement au cours du dernier UX Camp à l'automne? Alors, ce qu'il faut voir, c'est en tant qu'organisateur, on a un peu des trucs aussi pour que ça se passe bien. Donc par exemple, la veille, on fait une petite soirée communautaire où tout le monde se retrouve dans un lieu intéressant. Et on avait une petite présentation qui ont été faites par 2 concepteurs d'escape game, qui était très sympa en fait comme présentation parce qu'ils ont une logique un peu très proche de l'UX design où il faut que l'escape game raconte une histoire, donne vraiment une expérience aux gens qui viennent essayer de sortir de la pièce. Voilà, donc cette petite présentation a un peu donné le coup d'envoi de la journée du lendemain, en mettant un peu les gens dans l'ambiance. Et puis la journée du lendemain, elle s'est déroulée voilà, comme je te dis, où les gens le matin proposent leurs sujets. Donc dans les sujets qu'on a vus, alors attends, j'essaye de m'en souvenir comme ça, mais par exemple il y a des personnes qui ont présenté un sujet sur la méthode Disney. Donc c'est une méthode de conception où on joue plusieurs rôles pour avoir plusieurs points de vue sur la conception d'un projet. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait un atelier sur le design et l'éthique, où des gens ont un peu parlé de ces aspects-là. Il y avait un atelier autour de l'agile aussi, des méthodes un peu agiles et UX. Euh, Comme ça, je peux plus te dire exactement ce qu'il y avait comme ça à chaud, mais voilà. Les gens sont venus avec leurs problématiques. Moi, j'ai proposé un atelier pour simplifier l'expérience map, parce que c'est souvent quelque chose qui est un peu trop complexe à mettre en œuvre. Mais tu vois, par exemple, c'était une remarque qu'on m'avait fait justement sur le projet dont je parlais tout à l'heure chez GDMAT. On était parti à faire une expérience map relativement complexe. Et puis on nous a dit ah non, ça va être trop compliqué et tout, il faut nous trouver un truc plus simple. Donc j'ai essayé de créer un truc plus simple. Et puis là, pendant le Camp, je l'ai présenté et l'idée pour moi c'était d'avoir des retours sur ce que j'avais fait pour l'améliorer et pour que les gens puissent s'en servir aussi. Voilà. Donc c'est ce type de sujets qui sont apparus. D'accord, donc c'est quand même plutôt diversifié. Il y a du très centré design en soi, mais des trucs un peu plus originaux, on va dire, qui permettent de découvrir des trucs sympas. Oui, c'est l'avantage aussi, c'est il y a voilà, moi j'avais présenté un truc super pratique, une méthodologie genre tu peux l'utiliser le lendemain dans un atelier. Et puis il y avait des sujets qui étaient un peu plus méta sur la formation par exemple, ou typiquement comment se mettre en freelance dans le UX design par exemple. Voilà. Et donc là, pareil, si un auditeur voudrait venir au prochain UX Camp que tu organises, qu'est-ce qu'il a à faire? Alors ça c'est une bonne question parce que pour l'instant je ne sais pas où, quand, comment va se faire le prochain UXCamp. Mais généralement je pense que s'il me suit sur Twitter, il y a un moment bah, il verra passer des tweets pour le prochain UXCamp par exemple. Voilà.
Ok, donc voilà, si ça vous intéresse, allez le suivre sur Twitter, il y aura bien sûr le lien en description pour venir. Et puis on va continuer, vu que tu aimes beaucoup partager, hein, ça se voit, tu tiens le bloc-notes UX, qui est un blog à propos de l'expérience, du design d'expérience, et tu partages tes idées assez régulièrement. Quel est l'objectif de ce blog, des articles que tu publies? Alors, l'objectif pour moi sur ce blog, il y en a deux. Le premier, c'est effectivement donc écrire des choses, écrire des articles, et l'idée derrière ça, quand on écrit un article, notamment sur un sujet de fond, on est obligé de formaliser les choses, on est obligé d'aller faire de la recherche documentaire, on est obligé de voilà de gagner en connaissance en fait. Donc souvent, ça écrire un article de fond sur mon blog, ça m'oblige à un vrai travail de recherche documentaire. Donc moi, ça me permet de faire ma veille et puis de la restituer tout simplement. Mais il faut voir que pour un article de fond, voilà, c'est à peu près, généralement j'écris aux alentours de 2000 mots dans un article de fond. Mais ça veut dire que c'est à peu près une semaine de travail, globalement. Entre la recherche documentaire, des illustrations à faire, la rédaction, la mise en ligne, la relecture et tout ça. Voilà, l'article de fond, c'est une semaine de travail. Et puis après, j'ai des articles aussi un peu plus légers, qui sont un peu des réactions soit à des choses que j'ai observées, soit voilà, des réflexions de fond ou des choses comme ça. Donc typiquement, il y a pas très longtemps, j'en ai publié un comme ça, là, une petite brève sur le Vélib, enfin les nouveaux Vélib à Paris et leurs interfaces, puis la transition vers le nouveau service, qui est à mon avis un peu voilà, une semi-catastrophe, où je pense que l'utilisateur n'a pas été trop pris en compte, sans parler des problèmes industriels qu'il rencontre. Juste, enfin, c'était marrant, j'ai eu le malheur de faire ça le 2 janvier, donc 2 jours après la mise en route, et, et sous la pluie, avec mon téléphone à la main, enfin, c'était un peu la cata, enfin, c'était pas la cata, mais voilà, c'était en conditions réelles. Il y a des codes à saisir qui sont longs comme le bras, il y en a 3 à la suite, enfin, je m'y suis repris à 4 fois, enfin bon. La cata en termes d'expérience Vraiment pas bien utilisateur. foutu. Voilà. Donc c'est un côté marrant et c'est un côté voilà, expérience vécue qui est sympa à analyser par la suite en termes d'expérience utilisateur, entre guillemets, de ce qui peut se faire de pire euh, par rapport à bah, tout simplement ce qu'on peut rencontrer. Ouais, c'est sûr, ça permet oui, d'en tirer quelques leçons et à la limite de les partager, justement sur ton blog avec les gens qui utilisent. Et alors la deuxième raison aussi pour laquelle je fais ce blog, je l'ai un peu évoqué au départ, c'est pour travailler sur ma notoriété. Et donc pour essayer de trouver des clients et me faire connaître tout simplement. Ça c'est un sujet un peu de fond chez moi. C'est en fait c'est un choix que j'ai fait aussi en termes d'activité. Je suis pas très bon commercial, enfin plutôt je suis très mauvais. Euh, mais en fait je m'en suis voilà, enfin je l'assume. Hein. Et donc sur certains projets, on va dire, je me suis retrouvé en concurrence face à des vrais commerciaux d'entreprise ou comme ça, qui eux arrivent à te vendre n'importe quoi, un peu n'importe comment de temps en temps, mais voilà, qui sont très bons vendeurs et contre lesquels moi je peux pas lutter en tant que freelance. Donc en fait j'ai changé de stratégie et j'ai décidé, c'était vers 2008-2009, donc il y a une dizaine d'années maintenant, plutôt que d'essayer d'aller me vendre auprès des entreprises, c'est qu'en fait les entreprises viennent me chercher tout simplement pour me proposer des contrats. Comme ça, moi j'ai pas à faire le commercial.
Voilà. Et donc pour ça, j'ai développé une stratégie autour de ma notoriété, très clairement. Voilà. Donc ça passe par le blog, ça passe aussi par participer à des conférences, ça passe aussi un peu par tout ce qui est meet-up aussi. Mais ça convient beaucoup mieux à mon mode de fonctionnement, à mes envies aussi, de partage et d'échange avec les autres professionnels. D'accord. Et ça marche bien, cette méthode? Eh ben, ça marche relativement bien vu que depuis une dizaine d'années, je continue à réussir à travailler en freelance, tout simplement. D'accord, très bien. Du coup, s'il y a des designers qui, comme toi, aiment créer des interfaces, mais le marketing, c'est pas pour eux, tu leur conseillerais de créer du contenu, soit à l'écrit, soit dans des organisations, dans des événements. Bah effectivement, voilà, je leur conseille de s'impliquer peut-être dans la communauté, de publier, de faire aussi ce qu'ils savent faire. Hein. Il y en a voilà, qui font un peu autrement que moi, mais l'idée c'est ça, en fonction de ce que vous aimez bien faire et de vos aptitudes, voilà, faites-vous connaître peut-être autrement qu'en essayant de décrocher votre téléphone et d'aller voilà, faire de la retape auprès des clients, ce que moi j'arrive pas du tout à faire. Ouais, finalement, vaut mieux essayer de s'adapter à ses propres capacités, ses propres atouts, pour trouver des projets au lieu de faire une méthode traditionnelle qui ne marche pas forcément pour tout le monde. Ouais, exactement. Voilà, c'est ça. Ok, donc pour en arriver à la fin du podcast, on en est d'ailleurs dans la bonne thématique. Quel conseil tu donnerais à un jeune designer qui souhaite s'améliorer? Qu'est-ce que tu peux lui conseiller de faire, de lire, de n'importe quoi? Alors, bah, effectivement, comme on le disait juste avant là, écrire ou essayer de participer en tant qu'orateur, hein, à des conférences, c'est un très bon exercice pour s'améliorer. Parce qu'en fait, ça oblige, entre guillemets, à aller chercher de la connaissance. Donc par exemple, pareil, quand j'ai commencé à donner des conférences, bah, je crois que la première conférence que j'ai faite, c'était sur les tests utilisateurs. C'était tests utilisateurs, mythes et réalité. Et j'ai faite à Paris Web. Et en fait, cette conférence, elle m'a obligé à aller vérifier ce qui s'était fait dans les recherches scientifiques, surtout ce qui était test utilisateur. Et donc en fait, j'ai découvert pas mal de recherches scientifiques sur les tests utilisateurs, leur validité, comment on pouvait les faire, euh, quelles étaient les bonnes pratiques, qu'est-ce qui marchait pas, euh, par exemple, combien il fallait d'utilisateurs pour faire des tests utilisateurs, des choses comme ça. Donc en fait, c'est vraiment écrire des choses ou aller proposer des sujets dans des conférences. C'est vraiment un levier très fort pour s'obliger à s'améliorer. Parce qu'en fait, une fois que vous êtes retenu dans une conférence, et ben voilà, faut y aller quoi. Et donc on va pas y aller les mains dans les poches. Il faut vraiment, enfin voilà, moi pour, même maintenant avec un peu d'expérience, quand je prépare une conférence, ça me demande beaucoup de boulot parce que je conçois pas d'y aller sans être super prêt et parce que effectivement il y a un certain stress. Quoi. Moi je gère ce stress-là en étant peut-être hyper qualifié sur le sujet. Ouais, donc finalement, à chaque fois, ça te permet de pousser tes connaissances au meilleur que tu puisses. Ouais. Et puis la deuxième chose, je pense qu'il faut travailler sur le long terme. Quand on souhaite s'améliorer, c'est ne pas hésiter à remettre en cause ces méthodes et à essayer d'en créer de nouvelles. De sortir des sentiers battus, d'aller voir, enfin d'essayer, hein, mais même à, quitte à se tromper et que ça marche pas. Hein. Mais ça veut dire que dans un atelier, on va utiliser peut-être une nouvelle méthodologie pour essayer de faire sortir des choses. Enfin, faut avoir un côté, je dirais même créatif sur les méthodologies en elles-mêmes. Pas rester dans sa routine, mais pas hésiter à peut-être tester de nouveaux outils, à
Voilà, en ce moment, il y a Sketch, il y a Adobe XD qui est en train de monter, il y a InVision qui est en train de faire InVision Studio. Donc comme ça, voilà, donc Sketch, c'est un outil que moi j'utilise régulièrement. Adobe XD nous montre des choses intéressantes. J'attends beaucoup de InVision Studio, voilà, où ils ont des belles démos, mais j'ai pas encore pu tester. Voilà, c'est des trucs sur lesquels il va falloir que je passe du temps pour maîtriser ces nouveaux outils aussi. Donc il y a cette curiosité, enfin vraiment à avoir, je dirais, tous les instants sur qu'est-ce qu'on peut faire de nouveau et qu'est-ce qui est sorti, qu'est-ce que font les autres. Voilà, essayer de maltraiter, je dirais presque, les méthodologies qu'on a ou les outils qu'on a pour s'améliorer et puis pousser un peu ses limites. D'accord, bah, tu t'as anticipé ma question parce que je t'avais prévu une petite question bonus, justement InVision Studio. Donc ça va bientôt sortir, peut-être que d'ici que le podcast sera publié, ce sera sorti. Quel avenir lui prédis-tu? Est-ce que tu penses que ça peut remplacer Sketch ou pas? Remplacer Sketch, je sais pas parce que la force de Sketch, c'est quand même sa communauté, ses plugins et tout ça. Peut-être remplacer Sketch. Parce que Sketch marche très bien effectivement, enfin le duo Sketch InVision marche très bien. Après, il y a la question, bah voilà, qu'est-ce que InVision sera capable de faire dans son studio. Voilà. Donc mais voilà, je suis comme beaucoup de monde, j'attends de voir cette appli. Je me suis bien sûr inscrit à la bêta, mais j'ai pas reçu l'invitation pour tester. Donc Pareil pour moi. voilà, donc j'ai reçu le petit mail il y a 15 jours en me disant oui, on a eu 200 000 inscrits à la place des 50 000 qu'on machin, donc vous allez attendre. Et ouais, j'attends. Lesquels? Ok, bon bah tu en parleras peut-être sur ton blog du coup quand ça sortira. Ouais. Ah ouais, sûrement. Là, j'ai une petite idée d'article qui est sur le feu depuis un moment. C'est faire un petit comparatif Sketch, Adobe XD et peut-être InVision Studio sur la conception simplement d'une application. Voilà. Voir ce qu'on peut faire en quelques clics. Bon ben, je pense que ça peut donc intéresser les auditeurs. J'en parlerai sûrement aussi parce que InVision Studio, là, enfin, vu les vidéos de promotion qui sont sorties, ça a quand même l'air plutôt bien foutu. Le prototypage inclus, c'est super pratique sur Adobe XD, mais Adobe XD est pas assez poussé selon moi. Mais du coup, ça peut vraiment rendre quelque chose de bien. On arrive donc à la fin de ce podcast. Et puis, je vais te laisser le mot de la fin, Raphaël, pour que tu dises aux auditeurs où ils peuvent te retrouver, sur quelle plateforme principalement. Alors, vous pouvez me retrouver déjà sur mon blog. Donc, c'est blocknote tout attaché, hein, .iergo.fr. Donc, Iergo, c'est IERGO. Et puis le deuxième point où vous pouvez me retrouver, c'est Twitter, pareil avec l'identifiant, c'est IERGO sur Twitter. On en arrive à la fin de cette interview. Je remercie Raphaël d'avoir accepté mon invitation. J'espère que ce podcast vous a apporté plein de bonnes choses. La semaine prochaine, on retourne sur un format beaucoup plus classique. Pensez donc à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, n'hésitez pas à partager le podcast avec vos amis qui sont intéressés par le design. Eux, ça peut leur apporter des trucs et moi, ça m'aide à faire grandir le podcast. Merci beaucoup d'avoir écouté cette interview. À la semaine prochaine dans Parlons Design.